J'ai toujours dit qu'on avait baissé le niveau des diplômes faute de monter le niveau des élèves. Et là, Thomas More a publié un rapport où ils disent c'est calamiteux depuis 20 ans ce qu'on a fait sur les programmes scolaires. Voilà ce qu'on y lit. Depuis Jacques Lang en 2002, en passant par Najat Vallaud-Belkacem, eh bien, donc l'Institut dont je parle n'a pas de mots assez durs pour décrire une entreprise de démolition de l'enseignement. La réforme Vallaud-Belkacem a été pensée pour que la réussite des élèves ne dépende surtout pas de leurs efforts et de leur travail. Le rapport part d'une baisse de l'exigence. Seul rempart trouvé face à la massification de l'enseignement. Il évoque une incapacité du système à prendre en charge les élèves en difficulté, un manque de formation des enseignants et un allègement des programmes année après année. Interdiction du par cœur, interdiction des tables de multiplication. Il y a des exemples. Le nombre d'heures de français en seconde est celui des élèves en 4e dans les années 70. Le passé simple est abordé en 5e alors que c'était en CE2 dans les années 80. Les écoliers connaissent par cœur le développement durable mais ne savent pas placer une ville de France ou un fleuve sur une carte. Et Christian Saint-Etienne, je voulais vous faire réagir. Ça me parle énormément, ça. On n'arrête pas de dire depuis au moins maintenant un mois, et ça a commencé avec Jean-Marc Vittori, l'école est le premier problème économique de la France. C'est comme le logement, l'un des sujets qui est très peu abordé dans les programmes présidentiels. Je partage à 100% ce que je lis. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un consensus entre experts entre guillemets de gauche et experts entre guillemets de droite. C'est que l'école est devenue le problème central de la France, c'est-à-dire l'effondrement des compétences de la population active liées à ces évolutions de programmes depuis 20 ans, qui sont signalées depuis 20 ans, mais qui ont commencé avant. Ça fait depuis le collège unique, c'est-à-dire depuis une quarantaine d'années. Donc je pense qu'effectivement, on ne peut plus en passer par des correctifs. Il faut en passer par une vraie révolution pédagogique. Cette révolution pédagogique, elle impose toute une série d'évolutions qui vont choquer dans le landerneau éducatif. Mais par exemple, la part du privé est limitée à 20% des élèves en France. On pourrait certainement laisser davantage les parents choisir. Donc mettre en concurrence les écoles avec celles... On vous dira lesquelles... que peuvent choisir ceux qui ont les moyens de choisir. Non, non, pas forcément. Et vous savez que vous avez, de ce point de vue, beaucoup de parents musulmans qui mettent leurs enfants dans des écoles catholiques parce que le niveau est plus exigeant que dans les écoles privées. Donc, public, vous voulez dire? Dans les écoles publiques. Oui. Et vous avez, dans le même temps, on continue d'abaisser le niveau puisque le rectorat de Paris vient de prendre des décisions contre la sélection à l'entrée des 2 grands lycées qui contribuent à maintenir le niveau des mathématiques en France, le lycée Louis le Grand et le lycée Henri IV. Donc, je pense qu'il faut une révolution dans le monde éducatif comme dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé, le système hospitalier ne fonctionne pas. On sait que... Ou dans on ne va pas trop partir sur la santé. Mais de manière générale, c'est une diversification de l'offre de services. Dans les hôpitaux, il faut aller certainement vers des hôpitaux privés à but non lucratif. C'est la même chose qui est proposée maintenant pour les EHPAD. Et pour les écoles, il faut aller vers les écoles privées à but non lucratif. Et il faut permettre aussi, dans les écoles publiques, une liberté des capacités pédagogiques, c'est-à-dire que les proviseurs pourraient décider de faire beaucoup plus que les programmes officiels. Ce sera l'un des éléments qui, normalement, devrait constituer le projet dévoilé par Emmanuel Macron dans l'après-midi. La liberté, l'autonomie des établissements scolaires et une meilleure rémunération des professeurs. Rapport Thomas More, ça vous évoque quoi? Je me souviens, à un moment, Jérôme Deslions nous avait décrypté les livres d'économie il y a quelques années, à ce micro. Les livres d'économie en France, ce qu'on y voyait par rapport aux livres d'économie en Allemagne. La question si c'était Alexis Garclix ou si c'était Jérôme. Non, c'était Jérôme qui avait fait la séquence. Et c'était pas il y a 20 ans, c'était des livres qu'on a connus il y a bien longtemps. Et c'était terrifiant, les livres. C'était des bordas. Ah, mais c'était la lutte des classes. C'était la lutte des classes. C'était la lutte des classes du 19e. Bon, il n'y a pas que l'économie. Là, on est sur les fondamentaux à la 6e. Là, en écoutant, je suis, moi, issu d'une famille principalement de profs, instituts, etc., du public, mais après, on fait ça. Comme moi, d'ailleurs. Chacun fait ses choix. Voilà, chacun fait ses choix. D'abord, merci, et tu me feras une copie de ce que tu as dit, là, les niveaux entre la 4e et comme ça, je vais aller voir les enfants, je vais leur dire, regardez ce qu'on avait nous. Alors, allez au boulot, les gars, parce que voilà, mais plus globalement, je voulais juste dire ça. Moi, je me souviens, quand j'ai passé mon bac, s'il y avait trop de fautes d'orthographe dans une copie d'histoire géo, il n'y avait pas la moitié
croyez. Justement, Nicolas, je voulais donner cet exemple parce qu'on parle des maths, on parle des maths. Enfin, c'est pas la peine de parler de nous comme de vieux clous parce que ça n'améliorera pas l'histoire. Sur certains sujets, on est des vieux clous, mais c'est des bons clous parce qu'en fait, moi, je suis pas un matheux, je suis plutôt un littéraire de formation à la base. Et si tu voyais, mais je crois que je l'ai déjà dit, enfin, si vous voyez par exemple, aujourd'hui, chez Net Investissement, nous produisons et nous publions des conseils, des contenus publiés par des bac+5 minimum que je suis obligé, avec mon associé Karl, de corriger depuis 15 ans. La totalité, parce qu'en fait, il n'y a pas un guide qui m'arrive entre les mains où vous n'avez pas un minimum de 10 fautes de français, de conjugaison. Donc on ne parle pas de mathématiques, on ne parle pas de matière particulière, on parle de maîtrise de la langue. Et des bacs on parle plus à l'échange. Et Nicolas, ce qui est très inquiétant, c'est que le chef d'entreprise que je suis, mais alors là je suis convaincu que Jérôme sera d'accord avec moi, ils arrivent les millennials là, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ces 20 dernières années. Ils étaient nés entre 95 et 2000. Donc c'est cette génération qui est rentrée en CP en 2000. Voilà. Et ils ont eu droit à toutes ces réformes. Il faut leur mettre des couleurs, il ne faut plus leur mettre de lettres ni de notes, pas d'exigences trop, parce que sinon les pauvres, il faudrait les faire bosser. Je peux vous garantir, et là c'est un vrai coup de gueule. Aujourd'hui, en RH, en ressources humaines, c'est extrêmement difficile. On a des jeunes qui sont très pointus en technologie et en révolution, la 3e révolution industrielle, parce qu'ils utilisent ça tous les jours. Donc leur cerveau va très vite pour des nouvelles choses qui n'étaient pas pour notre génération à nous. Donc ça a fait évoluer. Mais en face, les bases, ils ont oublié. S'adresser aux gens correctement, se tenir correctement, faire un entretien correctement, l'exigence, partir quand tu as fini ton boulot, revenir à l'heure pour le finir avant qu'on t'ait pas, parce que tu as une deadline. Toutes ces choses-là ne dépendent pas simplement des contenus. Et c'est pas en donnant à un proviseur de collège le droit de changer telle lettre ou tel machin. C'est qu'on est en train de se dire que tout ce qui est dit là, c'est comme si les parents avaient, pour le 3e ou le 4e ou le 5e enfant, un peu lâché. On n'a pas lâché, mais voilà. une anecdote personnelle, j'ai un fils aîné de 22 ans qui est quand même dans une sacrée bonne école d'ingénieur, imbattable sur les équations. Il m'a fait relire une lettre de motivation récemment, il y avait la confusion entre j'aurai futur, j'aurai conditionnel. Oui, ça gravose quand même. Le CCES et le CES. Non, quand même pas celle-là. Moi, je le vois tous les jours. Le j'aurai AI, j'aurai AIS, 2 fois dans la même lettre de 2 paragraphes. Je dis, mais c'est pas sérieux. Une lettre de motif en plus. Bon, on a 2 minutes 20 pour pousser nos coups de gueule et nous indigner. Je vais rajouter des choses. Donc, il n'est pas normal que je sois obligé de conseiller à mes collaborateurs les plus jeunes d'acheter un bled d'occasion et de se faire une des 50 règles du bled chaque soir et puis de les reprendre. Et il n'est pas normal non plus que j'en sois avec certains dans les entretiens annuels à leur payer le projet Voltaire pour redresser leur grammaire et leur orthographe. C'est pas seulement un problème de forme, d'agacement, ça pique les yeux, etc. C'est un problème de maîtrise de la langue. Et si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas exprimer sa pensée, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas structurer. Ça va plus loin d'ailleurs. On ne peut pas faire de mathématiques quand on maîtrise pas le français. Voilà, il y a des enjeux de langage. Et donc c'est vrai que l'absence de... Enfin, nous on sort d'un monde scolaire, il y a quelques années, surtout les plus vieux d'entre nous, où on nous poussait jusqu'aux limites de nos capacités. Et donc on apprenait à sortir de soi-même, à se dépasser, à rendre des travaux sur lesquels qu'on reprenait. On nous forçait à reprendre les travaux sur lesquels on n'avait pas été bon. Ah, c'était mieux avant, hein. Non, mais il y a un côté un peu... Non, honnêtement, ça permet d'être plus heureux dans sa vie de tous les jours, plus heureux dans sa vie professionnelle, plus épanoui, plus... Voilà. Mais il faut absolument qu'on... C'était Christian, le premier à m'avoir dit, ici, c'est Christian Saint-Étienne qui m'a dit, si en 6e on n'a pas les trois qualités de base, c'est mort. Tu vas pas. Non, mais c'est mort. Vous êtes inscrit au décrochage. D'espoir. Je peux ? Allez, 50 secondes. Moi, je suis membre du jury de la Fondation Kairos, qui avec Xavier Darcos, Chantal Delsol, etc., Denis Kessler, on décerne les prix de l'école hors contrat la plus innovante, et on sort du jury là. On a remis les prix la semaine dernière. Bon. Et on voit fleurir des initiatives extraordinaires partout en France. Et en fait, si on arrive à cette autonomie des établissements, contrôlée, c'est fondamental. C'est fondamental. Le contrôle. Mais si on arrive à donner cette autonomie et que toutes ces techniques pédagogiques qui sont en train de fleurir partout en France sur les écoles hors contrat, on arrive à les réintégrer dans l'enseignement classique, on arrivera à redresser la barre. On aura une génération sacrifiée. Il faudra se demander ce qu'on fait pour elle, spécifiquement pour la remettre. Non, mais le côté c'était mieux avant. Moi, je me souviens de ma mère qui était nulle en orthographe et qui était chez des sœurs. Et les sœurs prenaient les filles, l'école de filles, nulles en orthographe. Et pendant un an, tous les soirs, une dictée de Colette. Aujourd'hui, elle ne fait plus une faute. Mais l'exigence, c'est une épanouissement. C'est un épanouissement. Bon, c'est bon, on a joué les vieux clous, là. C'est bon de temps en temps. Oui, c'est fini, je sais. On y va. C'était Jérôme Dédéian, Christian Saint-Étienne, Stéphane Venufel. Demain 9h.